Bon alors bienvenue à tous, bienvenue à Manu, Merci. Sopek, Merci, ouais. mon copain Titine, mon cher ami Nouma comme d'habitude, présent. Titine, comment tu t'appelles vraiment? Alors, Non, parce que moi, ça fait, je t'ai toujours connu comme Titine, mais je sais même pas, ton nom, quoi. Alors, même je la sais police pas. de Kep jusqu'en 2012 ou 2015, pardon. Il m'appelait Titine. Il savait pas mon vrai nom, mon vrai prénom. Ben, C'est pourquoi? toi. C'est une histoire d'impôt, quoi. T'as été poursuivi par, Est-ce que t'as un nom déjà, t'as un prénom? Est-ce que tu as un nom, quoi? Oui, oui, pas de problème. Moi, je m'appelle Alain. Ah oui c'est vrai, je savais. Ah, c'est pour ça que Titine, c'est mieux. Parce que Titine au Cambodge, c'est quand même très connu. C'est clair. Bah bienvenue à tout le monde en tout cas. Voilà, on accueille aujourd'hui des anciens de Kep. Hein. Titine d'abord, un vieil de la vieille. C'est quoi, 22 ans que t'es là, 23? Oui. On arrive sur la 23e année. là. 23e année. Ça va, ça te plaît? Bah ouais, t'es toujours C'est là. bien. Bah oui. Ouais. Bah oui. Pour toi Manu, ça aussi, ça fait un petit paquet de temps? 17? Alors, on visite 17 et on est vivant 14e année. 14e année, ok. Bah alors toi Sopek, combien de temps t'habites ici? Ah non, je viens d'arriver. D'arriver. Voilà, il y a une semaine. Le seul Cambodgien, il vient d'arriver, quoi. Il est au Cambodge depuis longtemps. Non, depuis 1975. 1975, 2 ans avant ma naissance alors. Ouais. Moi, je suis né juste une semaine après l'arrivée des Khmer Rouges. Une semaine après. Voilà. D'accord, ok. Bah alors donc, t'es né où ça exactement? À l'île de la Soie. L'île de la Soie. Ouais, c'est à 18 km de Phnom Penh. Ok. Voilà. C'est une île entourée par le Mekong. Et alors donc, entre-temps, ton parcours? C'était l'époque de la guerre du Cambodge entre le gouvernement cambodgien avec les Khmer Rouges. Donc voilà, mon papa, il était militaire volontaire. Donc il a été envoyé à Battambang, à la région de Battambang. Voilà. Car il s'est méfié des autorités. Parce que j'étais petit, j'avais 12 ans. Donc, mon papa s'est méfié des autorités il a eu peur qu'ils me prennent comme militaire. D'accord. Ouais, donc, c'est pour ça, alors, il a fait venir avec lui, habiter avec lui à Battambang. C'est là où il m'a appris le français. Ah d'accord. Mais en discret. D'accord. T'as appris le français grâce à ton papa alors. Exactement. Waouh. Bah, tu parles très bien français. En tout cas. Merci, mais pas un peu parfait. Tu parles bien le Khmer aussi, j'imagine. C'est sûr. Qui c'est qui parle le Khmer ici? Vous parlez tous le Khmer, à part moi, là. Regardez, Comme Ouais. Jenny avec Khmer. Ouais, Manu, il parle le Khmer. Je sais qu'il parle le Khmer. Ouais, moi j'ai beaucoup oublié. À force d'être avec les Français. Et comme Sopek qui veut qu'on parle français, forcément. Vie à Battambang, c'était malheureux. Mon papa, il a été envoyé dans les régions de guerre avec les Khmer Rouges. Moi, j'habitais avec ma cousine sœur. Avant l'école, je me suis réveillé de très bonne heure pour nourrir les cochons. Alors, après les cochons, moi j'ai porté la soupe de riz, voilà, pour vendre dans la cour de l'école. J'étais tout seul, mon papa était dans les régions de guerre avec les Khmer Rouges. Donc la vie était vraiment très malheureuse. Difficile. Difficile, voilà. Mais français, c'est l'héritage de mon papa. Bon, ça me plaît beaucoup. Et même mon papa n'a pas beaucoup de richesses pour me donner. Mais je suis content de la langue française qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais alors? Je suis chauffeur de tuk-tuk. Voilà, de tuk-tuk et de taxi privé, plus guide. Donc t'as la voiture et t'as le tuk-tuk. Exactement. Bon, c'est un peu dur en ce moment, il n'y a pas trop de... C'est comme tout le monde, hein, c'est très dur, voilà. Mais avant le Covid, voilà, ça me fait gagner très bien. T'arrives à t'en sortir? Bien sûr. Bon, bah ça va alors. Ouais. Titine? Oh, bah, il a bonne mine, ça va. Oh, bah, regarde-le, là. La tomate est assortie à la chemise. Ouais, bon, oui. Bon, et puis Titine, alors, le tuk-tuk, comment? Ah non, c'est pas le tuk-tuk. Alors Titine, toi t'es arrivé donc
un petit peu ton parcours. Mon père, Alain, pas Alain. Titine, Alain. moi, je suis arrivé au Cambodge pour aller travailler avec Indochine Assurance. En fait. Et voilà, j'ai monté un garage, j'ai fait des tas de choses. Ouais, parce que c'était compliqué d'aller réparer des clemmes pour l'assurance, des accidents en fait. Les clemmes. C'était compliqué d'aller surveiller dans les garages locaux, enfin oui, à Phnom Penh, c'était. Donc on a monté un garage directement. C'était moi qui gérais le garage. C'était plus facile. T'es arrivé au Cambodge, à Phnom Penh, ça t'a plu tout de suite? Tout de suite. Ouais. Bah oui. Oui, là, j'ai pas eu de doute. C'est quoi qui t'a plu? Bon. En premier, quoi, je sais pas. En premier. C'était le Far Non, West. mais le Là, Far West, ouais. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. À l'époque où je suis arrivé, ouais, on avait des armes à la maison. On était armés. Mais c'était. Et donc, J'aimais toi, bien. ce qui te plaisait, c'était les armes, quoi. Mais non, mais Ah, c'était, mais alors, attends. c'était le petit stress, en fait, le petit truc. J'ai bien aimé, ouais. J'ai adoré ça. Ouais. D'abord les armes. Non, mais c'est pas les armes, c'est il y avait un petit stress quand même, tout le temps. J'ai adoré ce truc-là. Ouais. Ben voilà, la vie était. En fait, c'était pas dangereux du tout, mais. Tout le c'est monde pas croyait que dangereux. c'était dangereux, mais en fait, tout s'est bien passé, en fait. Bah, la preuve, c'est que t'es là. Ouais. Ouais. Et toi, alors, en ce qui te concerne, Manu? Moi, j'avais pas du tout prévu le Cambodge, c'était parti pour l'Afrique. Donc je me suis planté de continent. Ah, tu t'es planté. Mais non, pas planté du tout, au Ah ouais, contraire, au je me suis contraire. bien planté. Ouais. Alors, parce qu'on est mieux ici. Non, mais moi, mon frère est venu s'installer en 99. Ouais, J'ai- pour faire, je connaissais bébé, pas du tout le j'ai Cambodge, eu bébé, un- voilà. Ouais. Et donc, moi, j'étais plutôt basé sur l'Afrique par rapport à la musique, au jazz, tout ça. Et puis, bon, à un moment donné, j'en ai marre de la vie en France. J'ai pris 6 mois. Je suis venu au Cambodge en 2003. Et puis, je me suis pris une grosse claque. Voilà. J'ai découvert, ouais, je connaissais pas du tout l'Asie, j'étais pas du tout bouddhiste. Je reste un athée, mais créé en païen, mais il y a un truc dans le bouddhisme qui me plaît. Et puis même si c'était pas le Far West comme en 98, en 2003, Bah, c'est quoi, c'est 4 ans après? c'est 5 ans après, ouais, bah, tu sortais de boîte à Phnom Penh, t'allais manger une petite soupe sur le boulevard Sihanouk, il y avait quand même les PM qui débarquaient, qui posaient les flingues sur la table, quoi. Bah, tu t'en allais pour éviter de prendre une balle perdue. Bah, il y avait un petit peu de ça. Et donc, il y a eu un gros coup de cœur. Et puis, bah, après, j'ai pris du temps, des allers-retours entre 2003 et 2007 pour revenir chaque année, être sûr. Et puis, 2007, j'ai franchi le pas. Et Kep, alors? Kep, c'est arrivé après un an de Phnom Penh parce que Phnom Penh, c'était super dangereux pour moi. Beaucoup trop de tentations à cette époque. C'était à flambe. J'avais des sous à l'époque. Et ça me faisait chier. Je voyais les gens se perdre et puis j'avais pas envie de me perdre. Et puis il y a eu un projet qui s'est monté à Kep, une école, c'est Jardin des Langues aujourd'hui. Mais c'était l'école de français à Kep. Ils avaient besoin d'un prof de français qui fasse un petit peu multifonction. Et donc c'est comme ça que j'ai débarqué à Kep. Et puis à partir de là, bah, c'était super difficile de quitter Kep. Donc il y a eu le gros coup de cœur. Multifonction. Multifonction, donner les cours, faire le fundraising, écrire le truc, écrire la com, enfin tout. La totale. Mais boire des cours, rencontrer des gens absolument fabuleux, parce qu'il y avait une équipe à l'époque de dingue. Et donc on a passé 2 années de fou, on a fait les premiers carnavals à Kep, on avait une centaine de gamins, d'élèves, c'était énorme. Maintenant, t'en es où, ça, alors? Ben maintenant c'est le Jardin des Langues Irrawaddy qui a des hauts, des bas, j'espère que ça va repartir parce que c'est une super structure. Mais On espère tous, quoi. Là, pour l'instant, c'est en stand-by, non? pour l'instant c'est en stand-by, mais voilà, c'était une belle, très très belle aventure. Et puis après, j'ai fait un magazine sur la renaissance de l'art et de la culture. Ça n'a pas marché pour un clou parce que je suis très mauvais en communication, ça va s'entendre. C'était sur papier, payant et en français, sur l'art et la culture, exactement l'opposé de tout ce qu'il fallait faire. Mais aventure sublime de 9 mois, j'ai rencontré tous les jeunes artistes et vieux artistes khmers partout dans le Cambodge. J'étais entre Kep, Battambang, Siem Reap, Phnom Penh, Kampot. Et puis après, on a créé Kep autrement parce qu'avec une amie, puisqu'il fallait bien gagner sa vie, puisque l'école c'était du bénévolat, que le journal on a perdu du pognon. Enfin, j'ai perdu du pognon, même si on était 14 bénévoles. Et voilà, et puis maintenant c'est Kep un jour, Kep toujours. Voilà, Et donc je me Kep, suis intéressé par la suite à l'histoire de Kep et donc du Cambodge. Et Kep, vraiment?
Cap vraiment, cap autrement, cap quoi. Bon, les tours en bateau, tout ça en ce moment, c'est pareil, c'est un peu de côté, non? En fait, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser. En fait, au Cambodge, on peut réaliser beaucoup de rêves. On arrive ici avec des bagages, des diplômes ou pas, des spécialités ou pas, et puis il y a des rencontres qui font qu'on fait des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Et donc, un de mes rêves a été d'acheter un bateau et d'organiser pendant 5 ans des balades en bateau. Mais j'ai revendu le bateau. Tu l'as revendu, oui. Oui, à Greg et Aline, Je savais pas, d'accord. qui ont fait Cap Adventure et qui ont gardé mon capitaine qui est maintenant le leur, qui est un mec en or, et l'état d'esprit des balades, et qui font ça au top. Et je suis super content que ce soit eux qui l'aient racheté. Bah, il n'avait pas coulé ce bateau. Il a coulé une fois, c'est pour ça qu'il s'appelait Les Copains d'abord, puisque quand il a coulé lors d'une tempête en 2015, j'ai pu le remettre à flot grâce à l'aide des copains et des amis. Donc il s'appelait Les Copains d'abord, un petit hommage au grand Georges. Et cette semaine-là, il n'a jamais si bien porté son nom, puisqu'il était en morceaux, c'était une épave. Moins grave que les 3 pêcheurs qui sont morts en mer lors de cette tempête, mais il y a eu 12 bateaux pétés dont le mien dans cette tempête. Et puis moi j'avais pas beaucoup de ronds à l'époque, donc c'est les copains qui l'ont renfloué et qui l'ont remis à flot. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelait Les Copains d'abord. Bah, moi j'ai eu l'occasion de faire un tour sur ton bateau, mais à l'époque de Greg et Aline. Et puis, Ah non, mais ils sont top tous les deux. Et en fait, moi j'ai attendu 1 an pour le vendre, parce que j'avais des propositions de Russes qui voulaient faire des trucs. Mais moi, mes conditions, c'était que, et d'une, qui reprennent le capitaine, parce que on a bossé 5 ans avec un mec en or, un brut de décoffrage, un pêcheur de nuit pendant 20 ans. Mais je voulais que ce soit des gens qui gardent le capitaine et l'âme du bateau. Enfin, il y a des choses qui ont une âme, on aime les vendre, pas pour le pognon, mais à des gens qui gardent, et c'est ce qu'ils ont fait avec Cap Adventure. Donc, je suis super content que ce soit eux qui les reprennent. Ah là là. Il commence à être pété comme un lutin. Voilà. C'est un peu le... Donc ça, c'est une expression qu'on a inventée avec Sopéac, c'est pété comme un lutin. Comme un huître. Comme un... Ouais. Ah pardon. On change. Non, pour les gens ne comprennent pas qu'au Cambodge, ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu 0 mort, donc il n'y a pas eu de crise sanitaire. Après, on ne va pas discuter de la façon dont ils géraient, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré. Mais ils pourraient réouvrir le tourisme dans le sens où il y a un contrôle aux aéroports. On est dans un petit pays où il n'y a que 2 aéroports, véritablement, on va pas parler de Sihanouk, mais enfin 3, allez, Sihanouk, Phnom Penh et Siem Reap. Et à la différence de la France, merde, comme me faire des amis, ici, tu arrives, tout le monde est testé. Alors certes, ils ont mis des mesures récentes qui tuent le tourisme parce que $2 000 de caution, la quatorzaine, etc. Mais en même temps, ils ont... La quatorzaine qui dure... Qui peut durer, donc 2 jours s'il n'y a pas de cas, et 14 jours s'il y a un cas, donc c'est pas... Bon, après, pour des gens qui ont 15 jours de vacances, c'est sûr. Donc, voilà. Mais je veux dire, on est vraiment plus sur une crise économique, et les gens ne se rendent pas compte comment... Est-ce que c'est vrai, ces chiffres? C'est sûr que c'est vrai. Bien sûr. Alors, non, il y a... Moi, j'y crois. Peut-être qu'il y a eu quelques morts. Il y a peut-être eu 2, 3. Alors, je vais dire ça avec beaucoup de respect, pas vieux, mais anciens, en fait. Il y en a peut-être qui sont morts à cause du Covid. Très peu. Au Cambodge, vous connaissez tous, qu'on soit là depuis 1 an, qu'on soit là depuis 20 ans. On connaît tous des Khmers ici. On connaît tous des Khmers qui connaissent des Khmers, qui connaissent des Khmers. Ici, on est sur un système principalement de crémation. On n'a pas entendu, et on n'a pas vu des feux partout. On n'a pas vu des hôpitaux débordés. On n'a pas vu... le téléphone Khmer est bien meilleur que le téléphone arabe. Et donc, on sait très bien que même s'il y a eu quelques morts, on n'est pas du tout sur une vague meurtrière, une peste noire qui aurait rétamé la population. Enfin, c'est très safe. Le Cambodge, le Vietnam aussi, d'ailleurs, ceci dit, le Laos aussi. Au Vietnam, ils sont vachement plus stricts. Ils sont plus stricts, mais il y a très peu de cas, donc on n'est pas du tout sur une crise sanitaire. On est sur une crise économique, ça a été géré. Après, il y a ici une distanciation sociale, ils mettent le masque naturellement, même qu'il soit utile ou pas, on se tape pas la bise à chaque fois qu'on se croise. Voilà. Et donc, je trouve que c'est dommage de mettre à bas toute une économie touristique, alors qu'il suffirait peut-être de la contrôler avec un petit peu plus de modération et que ça pourrait reprendre sans bracelet électronique comme ils veulent faire en Thaïlande ou sans tout ce genre de délirium tremens qui pour moi sont beaucoup plus globaux. Mais voilà, après on va pas faire une émission sur le Covid. Ils ont arrêté les visas. Les visas touristiques, voilà. Donc, tu peux avoir des visas business, des visas diplomatiques, des visas quand tu es Khmer de France. Diplomatique. Alors comme tu l'as dit, on va pas faire une émission sur le Covid. Alors donc on fait... Non mais bon, c'est vrai que le Covid a fait beaucoup de mal à la... Ah non, on doit parler dans le micro. Oh, non, mais... non, mais... Vas-y, on t'écoute. Vous avez pas vos masques? Ah ouais, mais bon. Mets la main devant la bouche. Vraiment, moi j'ai vu des Khmers en tour qui nous voyaient arriver de loin, qui se mettaient la main devant la bouche. J'ai eu
des petites boutiques d'habitués qui avaient mis une corde LED pour qu'il y ait 1 mètre de distance. Mais ça a duré 10 jours. Ça n'a pas duré 8 mois ou 6 mois ou 7 mois et ils ont pas reparti pour nous refaire un confinement comme ils vont faire en France en décembre, avant Noël, enfin, etc. Ça a duré 10 jours. Après, il y a Kep, il y a Phnom Penh, c'est aussi Phnom Penh, c'est une grande ville, c'est la capitale. C'est un peu plus peut-être. Phnom Penh, j'y étais à cette époque-là, franchement, en avril, c'était pareil. En tout cas, Phnom Penh, c'est vide. Hein. Oui, mais tout est vide. Le monde est vide parce qu'ils interdisent les contacts sociaux, les sourires, les mouvements. Voilà, fermer les bars à 22h, mais pas après minuit. Ouais, c'est génial. Le Covid, après minuit, il va se coucher, puis il revient le lendemain à 7h. Quoi. Non, mais en fait, on est vraiment dans des pays qui ont été très peu touchés par la maladie, par les morts, par les malades, par les blessés, et par contre, qui a été ravagé économiquement. Alors qu'on est en première ligne. On est proche de la Chine plus que de la France. En première ligne. Hein. Alors ici, rien ne se passe. Mais alors, Rien pour l'anecdote, c'est c'est que les Français qui ont foutu le flip en arrivant. Mais bon, le problème, c'est que les gens ne voient plus rien et surtout, ils ne voient plus les conséquences. Et là, on parle du Cambodge, mais on pourrait parler de tous les pays du monde et principalement des pays touristiques ou qui vivaient principalement du tourisme. C'est une catastrophe en Thaïlande, c'est une catastrophe au Vietnam. La Thaïlande, là, ça repart en Birmanie. La Thaïlande, bon, ça va faire un peu de ménage en Thaïlande peut-être. Et donc là, maintenant, parlons du Kep un petit peu par rapport à ce qui s'est passé depuis. Toi, ça fait 15 ans que tu es là, un peu plus. 13-14 ans que tu es là. Toi, tu connais aussi Kep, oui, un peu, oui. Un petit peu. Alors, ces 15 ans, il y a quand même eu un développement assez incroyable quand tu es arrivé. Le premier qui pourra en parler, je pense, c'est Didier, parce qu'il est arrivé avant moi. Voilà. Alors, voilà. C'est lui le dinosaure de Kep. Alors. Énorme évolution. Il n'y avait rien à Kep. Il n'y avait ni à Compote. Il n'y avait rien. Tu trouvais des briques et du ciment. Et il n'y avait pas d'électricité en plus. Il n'y avait pas d'électricité en plus. Mais tout venait de Phnom Penh en fait. Maintenant, tu trouves pratiquement tout quoi, sur place. Quoi. Il y a une énorme évolution. Enfin, juste pour les mais après, sans parler d'autres choses, hein, même de la nourriture et tout. Enfin, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Là, une bonne question que je sais qui je parlais il n'y a pas longtemps. L'électricité, elle est arrivée quand à Kep? En 2005. 2002, 2003. Ouais, je dirais plus. Non, parce que moi en 2003. Elle est arrivée quand on construisait la maison. Parce que 2003, moi, il n'y avait pas d'électricité à Kep en 2003, donc c'est le minimum 2004. Elle est arrivée quand on construisait la maison, la Villa Thomas. En fait. Donc 2004. 2003, 2004. Ok. Voilà Tristan, t'as ta réponse. 2003-2004 l'électricité. Mais la première, hein, que ça coupait tout le, ça coupait. Ah oui, ça coupait tout le temps. Sans arrêt. Enfin, moi je me souviens qu'en 2003, c'était. Ça arrivait du Vietnam. C'était novembre 2003, elle y était. Et ça arrive toujours du Vietnam. Elle y était pas. Oui. Ça arrivait, Non, départ, ça dépend de régions. Campote, ils ont leur Chinese Power. Oui. Ouais. Je sais qui, pour moi ici. Non, Kep c'est le Vietnam qui fournit. Alors je sais pas au jour d'aujourd'hui, mais. Phnom Penh, je pense qu'ils ont aussi une. Non, ils ont leur propre ressources. Mais puis en plus, il y a une bataille entre Kep et Kampot. Il faut savoir quand même qu'à un moment donné, Kep voulait acheter l'électricité à Kampot et que Kampot voulait leur faire payer 2 à 3 fois le prix. Donc ils arrivent. Donc ça, c'est des petites tensions internes. Des fois, dans le même pays, il n'y a pas toujours besoin de Vietnamiens pour foutre le bordel. Ils le foutent des fois très bien entre eux. C'est dans tous les pays. Non, mais c'est vrai, c'est des Khmers de Kampot qui veulent vendre l'électricité aux Khmers de Kep 2 à 3 fois plus cher que l'électricité du Vietnam. Donc forcément, Kep garde le contrat avec le Vietnam. Mais elle est plus chère obligatoirement parce que c'est une centrale thermique. Ouais. C'est cher. Et c'est les Chinois qui ont la centrale, évidemment, à Kampot. Hein. C'est plus cher que... Non, mais en fait, Kep est super intéressant parce que tu peux faire un parallèle entre l'évolution de Kep et l'évolution du Cambodge. C'est-à-dire que si tu regardes l'évolution de Kep entre 2003 et 2020, tu fais un parallèle sur tout le Cambodge. L'électricité, le développement touristique, la reprise des activités locales, tout ce qui s'est passé, c'est... Enfin, moi, dans mes tours, je prends Kep comme modèle pour je m'en sers pour faire un parallèle avec l'évolution du Cambodge. On va faire une petite pause, je crois, parce qu'il n'y a pas que l'électricité au Cambodge, il y a aussi la pluie. Et comme je n'ai pas envie de gâcher cette émission, je propose de faire une petite pause. Ça marche.
Il y a aussi Nouma, il faut le réveiller, des fois c'est pas toujours facile. Non, Tu non, te non, rappelles non. ce matin, je t'ai filmé. Brigade des scouts. Il y a une émission qui commence là, hein. Brigade des scouts, voilà. On vient la réveiller pour l'émission. Ok? Elle est pas mal. Le réveil, pas le réveil, non, c'était déjà debout. Mais non, je bouffais ma pizza, quoi, tranquille. Ouais. Bon, en tout cas, alors. Crise cardiaque ce matin. C'est n'importe quoi. Bon, alors, suite à la. Et combien pour tes 40 ans? Combien? Donc t'étais trop éteint pour avoir des crises cardiaques. Bon, en tout cas, L'anniversaire, Nouma, hein. santé, ouais. Ah oui. 40 ans quand même. 40 ans et 2 jours. Et 2 jours. Sopek s'est donc absenté. C'est donc absenté pendant cette pluie pour aller chercher sa femme. C'est courageux. Elle est toute seule, abandonnée au cheval blanc, en venant de Kompong-Cham. Une petite question, Manu. Kep. Pourquoi Kep? Comment Kep? Pourquoi aujourd'hui on est à Kep? Ben, ça va être long et ça risque d'être même un peu chiant peut-être. Essaye de. Allez. Allez, on essaye de couper. Ouais. En fait, moi j'aime bien ramener les choses de façon historique très lointaine. Alors je suis pas conférencier, je suis pas érudit, mais j'adore Kep et je sais pourquoi, parce que en fait, si on décolle un petit peu, si on rigole un petit peu, si on va un petit peu loin, ben, en fait, s'il y a Kep, c'est parce qu'il y a eu la chute d'Angkor. Eh oui. Parce qu'en fait, on avait un empire khmer absolument dément qui incluait le Laos, la Birmanie, enfin des parts du Laos, de la Birmanie, de la Thaïlande, du Vietnam, le Champa, l'empire des Siam et tout. Puis tout ça s'est bien cassé la gueule en combien, 1421, un truc comme ça, la chute d'Angkor. Et puis résultat, il y a eu un déclin énorme. Ce déclin énorme, il nous amène où? Il nous amène au fait qu'à un moment donné, le Cambodge va se réduire à peau de chagrin et est à deux doigts de disparaître, parce que si tu cumules toutes les invasions qu'il y a eu, putain, tu as eu les invasions chinoises, les invasions Siam, les invasions vietnamiennes, le Champa, les invasions mongoles, les invasions Thaï, des invasions de toutes parts en fait, parce que tout le monde a toujours rêvé de mettre à plat et de récupérer cet empire khmer qui à l'époque avait lui-même d'ailleurs, parce que ça les gens ont un petit peu tendance à venir de dire, mais récupéré par des guerres diverses variées, tous ces empires-là. Et donc il y a cette chute d'Angkor, et cette chute va être tellement désastreuse que le Cambodge va être à deux doigts de disparaître. Et à ce moment-là, on fait un petit parallèle, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde, en Occident? Eh bien, il y a la France, et puis il y a les colonies, et il y a l'Indochine. Donc la France vient coloniser le Vietnam, elle s'installe au Vietnam, et c'est le début de l'Indochine. Et donc le Cambodge qui est en train de perdre, quelle région est en train de perdre le Cambodge? Il perd Siem Reap, donc les temples et encore Wat, mais il perd Preavir, il perd le Mondolkiri, Senmonorom, le Ratanakiri, donc il est en train vraiment d'être réduit à peau de chagrin, et à tel point qu'à un moment donné, bien, le roi Khmer de l'époque va demander à la France, qui est présente principalement au Vietnam, l'administration coloniale est basée à Hanoï, de venir protéger le tout petit peu qui reste du Cambodge, et donc va donner les clés du Cambodge à la France, en échange de quoi, par contre, elle va demander à la France de protéger ce qu'il reste du Cambodge et de négocier aussi la rétrocession de certains territoires qui appartiennent évidemment au Cambodge. Et c'est donc comme ça que le protectorat va s'installer et arriver au Cambodge. Ah, ça, j'ai jamais compris ça. C'est quoi la différence entre le colonialisme Et le du protectorat, Vietnam et le protectorat? le colonialisme, c'est un... Non, c'est très simple. Le colonialisme, c'est un État étranger, quel qu'il soit, un belligérant, qui décide de venir dans une contrée, de se l'approprier et de mettre en place son administration. Ce qu'ils ont fait les Français. Ce qu'ont fait les Français au Vietnam. Les Français sont arrivés au Vietnam. Après, il y a les Français, mais c'est en pleine guerre froide. C'est pas une conférence sur tout ça, donc ça va être très compliqué. Mais la différence entre la finalité est la même, hein, d'ailleurs, faut pas se leurrer. Mais une colonisation, c'est un pays étranger qui décide de s'approprier un autre pays et de le placer sous son administration
et de s'en approprier ses richesses. Donc ça c'était le Vietnam. C'était le Vietnam. Le protectorat, c'est un pays étranger qui demande à une autre puissance de venir le protéger contre ses ennemis, en échange de quoi il va lui donner évidemment les clés du pays, parce qu'aucun pays ne va venir comme ça, par altruisme, gratuité, dire ok, je viens ici et je vous aide pour rien. Non, donc en fait on parle de protectorat, ils vont mettre en place un système administratif colonial, c'est-à-dire le système administratif français, mais ils vont quand même, et c'est là que ça me fait un petit peu mal de le dire, parce que je suis pas très nationaliste, pas très pro-français, pas très tout ça, mais il faut rendre à ça ce qu'il y a. Ils vont quand même en partie tenir leur parole, c'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont prendre les clés du pays, mais ils vont rétrocéder au Cambodge ce que les Thaïlandais et les Vietnamiens leur avaient pris, en tout cas sur les territoires du Nord. Après, il y a le Cambodge à Krom, le Cambodge du Bas, tout ça, c'est notre histoire. Ça arrivera d'ailleurs par la suite. Mais ils vont quand même, ça va pas trop mal se passer si on compare à ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé dans les colonies africaines, ou ce qui s'est passé au Vietnam. C'était quoi l'Indochine? L'Indochine, c'était, on est en pleine guerre froide, et tu as la France qui veut s'accaparer des territoires étrangers, étendre en fait sa puissance coloniale, ce qu'elle avait fait déjà en Afrique, et là elle veut le faire en Asie. C'est ça l'Indochine. C'est faut lire le livre de Marguerite Duras aussi. Enfin, je comprends pas expliquer ça. Le Vietnam, c'est le Cambodge, c'est le Vietnam, c'est le Cambodge et c'est le Laos, principalement. La Thaïlande a toujours résisté à tout ça, la Birmanie aussi en partie, mais c'est l'Indochine, c'est en gros c'est le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Mais cette grande différence entre la colonie et le protectorat, c'est que le protectorat, c'est un gouvernement qui appelle d'autres personnes pour venir les aider à être protégés, de puissances étrangères. Après, ça va pas très bien se passer au début, parce que c'est très compliqué, il y a des tensions avec le Vietnam, il y a les Clarissarak qui sont des indépendants, enfin, c'est très complexe. Mais ça va pas trop mal se passer, en tout cas à partir de début du XXe siècle en fait. Et donc en gros, on a quoi? Donc on a une administration coloniale française qui se base à Phnom Penh. Coloniale, une administration coloniale. C'est un protectorat, mais il y a une administration coloniale puisqu'ils ont pris les clés du pays. Des colons, quoi. C'est des colons, mais à qui on a demandé de venir. C'est pas des colons qui ont décidé de venir, c'est des colons à qui on a demandé de venir pour protéger le pays. La France a fait plein de conneries, mon Dieu, on pourra plus tard en parler, je vais en dire les conneries qu'elles ont faites sur la redistribution, entre autres. Le problème de la France, c'est la décolonisation plus souvent que la colonisation. C'est ce qui s'est passé avec le Rwanda, c'est ce qui s'est passé en Afrique sur plein de territoires, le Congo, ce qui s'est passé aussi avec, pas avec le Sénégal, mais avec ça plus tard. Bref, le problème souvent, la décolonisation est foireuse parce qu'ils redessinent des frontières, qui créent des conflits, parce qu'ils ne prennent pas en compte les ethnies locales, les cultures, et qui font ça sur une carte, et que c'est administratif. C'est pour ça que je parle d'un protectorat, mais d'une mise en place d'un système d'administration coloniale. C'est la France qui va amener entre autres le code pénal ou le code civil, qu'on me reprenne, ce que je ne sais jamais lequel des deux, mais il me semble que c'est le pénal. C'est le code napoléonien, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le pavillon Napoléon dans l'enceinte du palais royal. C'est le code civil. Mais bon, ils vont quand même tenir parole, en tout cas sur une certaine part. Ils vont apporter des choses au Cambodge. Ils vont faire des conneries, il va y avoir des abus, mais ils vont apporter tout ce qui est les échanges par les voies ferrées, par les routes. Ils vont relancer la culture du poivre, ils vont faire la culture de fraises. Pour moi, puisque je parle de Kep, après on pourra parler du Monokiri, mais sur le Bokor, ils vont amener les marais salants, les salines. C'est une création française, ce ne sont pas des salines, ce ne sont pas des marais salants, ce sont des salines. C'est-à-dire que c'est technique, on prend des tuyaux, on les met sous terre, on amène la terre de la mer dans les terres et à partir de là, on fait de la fleur du sel et de sel. Ça, c'est les Français qui vont l'amener. Ils vont apporter certaines choses d'un point de vue architectural, d'un point de vue du médical. Aujourd'hui encore, à l'université de médecine à Phnom Penh, les cours se font de moins en moins, mais encore en français, et puis il y a une part d'anglais et en khmer. Donc ils vont apporter des choses. Et Kep et Kampot, qui sont de tout temps, qui ont été de tout temps des régions très prospères. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes, t'as tout. T'as la mer, t'as les montagnes, t'as la proximité frontalière avec le Vietnam. C'est ça Kep Kampot, et une terre très fertile. C'est pour ça que le poivre de Kampot est considéré comme un des meilleurs du monde, parce qu'il y a une fertilité de la terre. Donc t'as l'agriculture. Il y a quand même eu une période où on appelait Kep le Saint-Tropez de l'Indochine. Oui, Cap-sur-Mer. Alors pourquoi? Excuse-moi, là, ils étaient avec les grosses voitures. Mais là, on en arrive à la création de Kep. Kep, c'était quoi? Kep, c'était un village de pêcheurs. Là, s'il te plaît, Jean, si je me trompe, tu me reprends. Mais en gros, N'hésite pas. 1897, les Dupuis
une famille française qui travaille pour la Chambre de commerce franco-indo-chinoise, tombe amoureuse de Kep. Ils vont être les premiers, ils vont acheter ce terrain en 1897. En 1905-1907, ils vont construire une première part de cette villa, et ça va être les premiers colons, allez, appelons-les comme ça si on veut, qui vont s'installer sur Kep. Pourquoi ils s'installent là? Parce qu'ils voient qu'il y a des possibilités avec la fertilité de la terre, le microclimat, la proximité de la mer, de la rivière de Kampot, des montagnes, l'arrivée par le fleuve et l'arrivée par la mer, les mangroves, pour ça que le crabe est si célèbre, parce qu'il y a les mangroves dans lesquelles le crabe se reproduit, après il part en mer, et donc ils vont se dire, là on est sur un petit endroit, un petit coin de paradis vraiment idéal, un microclimat, le truc parfait. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer à partir de 1908-1910? L'administration coloniale française est basée principalement à Phnom Penh. Et à Phnom Penh, ils s'emmerdent, c'est une ville. C'est charmant, il fait chaud, il fait beau, mais il y a des moustiques, etc. Ils veulent venir à Kep. Non, ils veulent pas venir à Kep, ils veulent se trouver un petit coin de paradis. Ils veulent se trouver un petit coin comme ça où ils vont être bien, mais ils aiment l'entre-soi. Parce que là, par contre, on retombe sur l'aspect colonialiste du truc, c'est-à-dire que c'est à nous qu'il y a des plages bien plus belles que Kep. À Kep, il n'y avait pas de sable. Le sable, il a été importé. Enfin, c'est tout une a été plage artificielle. Il n'y a pas de. Tout Ça, a c'est été quoi? Il amené. y a combien de temps, ça, le sable à Kep? C'est récent. C'est récent. Il y a 5, 7, 8 ans, 10 ans, je sais pas. Voilà. Ah non, parce qu'il y a des photos que tu as peut-être des archives où tu as déjà la plage de Kep dans les années 40. Ouais, mais c'est une plage artificielle, hein. il n'y a pas de sable. Non, c'est Ouais, de la base. C'est bon, c'est de la base. Mais il y a une plage, mais sans sable véritablement. Mais il y a ce microclimat, il y a ce truc. Et surtout, ce que les Français aimaient à l'époque, c'était l'entre-soi. Ouais, Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'était les grands arbres qui rentraient dans la mer. Ouais. C'était la jungle qui rentrait dans la mer. C'est ce qu'ils ont adoré. C'est ce que j'ai aimé aussi, en fait. Je pense que c'est ce qu'on a tous aimé, ou ce qu'on aime tous encore aujourd'hui, même s'il n'y a plus ces grands arbres, il y a quand même encore le parc national, il y a encore les flamboyants. Dis-moi, toi, Titine, Kep 1998 ou Kep 2020? Moi, j'ai adoré. C'est pour ça que je suis tombé amoureux, en fait, de Kep en 98. Parce qu'il y avait une route qui était toute petite, qui Minuscule. était magnifique. Qui était magnifique. C'est laquelle cette route aujourd'hui? C'est celle La route de la Corniche. Non, mais même, non, il y en avait une où ils ont fait la double voie, mais c'était celle du haut. D'accord. Celle d'en haut, en fait. Celle qui rejoint la place de Non, mais Slaquette. la même route, c'est la même route. Ils l'ont juste refaite. C'est tout. La 33A, quoi. Oui, C'est- celle-là, oui. Et sauf qu'ils ont rajouté une route en dessous, en fait. Ils ont élargi tout. Ils ont mangé tout ce qui était joli, en fait. Tout ce côté joli, c'est-à-dire? Des arbres magnifiques, magnifiques qui rentraient dans la mer, en fait. D'accord. Les flamboyants, les Qui rentraient flamboyants. pas ici, en fait, qui étaient énormes. 3-4 mètres de diamètre. Enfin, oui. Moi, j'ai entendu parler des flamboyants qui étaient magnifiques. Oui, depuis, bien sûr. Ça, c'est plus récent. hein. Ça c'était. Ah, mais c'était moche, d'accord. Hein. Désolé, ça fait que 4 ans que je suis là. Quoi. Tiens, Bonux. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de Kep. C'est vrai qu'il y a 10 ans. Je dirais à Bonux de nous balancer un petit diaporama pendant que tu parles dessus, tu vois. Petit diaporama sur tu vas nous expliquer. Là, ça part de les photos sont un peu dans le désordre parce qu'on n'a pas eu le temps On n'a pas de. eu le début. La Villa Mais Thomas, en gros, On n'a voilà. pas eu le début, c'est dommage. Ben, Il aurait fallu partir par la. bon, c'est pas grave, tu peux raconter l'histoire dessus. Ok. C'est quoi tout ça, voilà. Voilà. Ça, c'est la villa Thomas ou celle que. Et Figuier étrangleur. hein. Ouais. Ou là-dessus, alors toi, Ça, c'est à l'époque où on est arrivé pour commencer le chantier, en fait. Elle était comme ça, en fait. elle était comme ça. Les premières photos qu'on a vues, c'est la fin. Voilà, c'est quand ça a été refait. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, ça, c'est des délires qu'on a fait. C'est du bois debout. C'est du bois debout. L'escalier qu'on a refait entièrement parce qu'il avait disparu. L'arbre qui monte Ah ouais, là on voit les. qui prend toute la façade et qui rentre à l'intérieur. Ah, ça, pour les gens qui nous regardent, c'est des images d'archives assez rares. hein, parce que Ouais, moi, ouais. je n'ai jamais vu. Ah bah voilà. On a conservé tout le long du chantier l'arbre. On a Ça c'est dans les années 2000. 2000 fin 2002, 2003. Ok, Ça, c'est où j'habitais en fait. d'accord. L'arbre du voyageur. Ouais.
Symbole de... C'est où j'habitais, en dessous du bois de Samati. En fait. Ok. Ouais, t'habitais où, J'habitais là sur, pour faire le chantier en fait. ouais, t'habitais où là vraiment quoi? T'habitais? J'habitais là, oui. Ouais. On va voir. Ah, c'est terrible Voilà. ça. Voilà, ça c'était avant. Ça c'était avant qu'ils fassent la route. C'était tout comme ça en fait, jusqu'à la mer. D'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, ça c'est l'île qui était. C'est Copo. C'est Copo, ça. Qui était compris dans le. Il y avait déjà des drones et tout alors à l'époque. Et on avait un ULM. Ah, un ULM, d'accord. C'est Ok. quand même plus classe qu'un drone. Ah, il y a déjà des drones. Putain, au moins, je suis y allé pour les faire les photos. Moi, je vois ça, je T'envoyais pas un petit robot, quoi. Ah ouais. On a ouais. conservé l'arme en fait, on l'a coupé, on l'a refait là. On l'a D'accord. conservé de partout. On l'a traité pour avec des résines pour qu'il soit bloqué quoi. En fait. D'accord, On l'a ouais. tué en fait. C'est très drôle parce que je me parle une petite parenthèse, mais j'ai fait visiter cette maison avant qu'ils l'interdisent de visite. Et je parlais justement de ce ficus et c'est drôle de savoir que c'est toi qui l'as fait couper. Ouais, ouais. C'est moi. Parce que je ne savais pas. en C'est fait. lui. Je C'est disais, Alain. quelqu'un l'a fait couper. Mais je savais pas que c'était toi. Non, on C'est pouvait pas Alain. aller sur le tour. Titine. On était obligé de le Oui, couper. non, mais oui, parce que sinon il aurait envahi. Parce que ce qu'on voit pas trop dans les photos, c'est que ça va à l'intérieur et qu'il continue à pousser à l'intérieur de la Oui. maison. Voilà. Mais on a Il est conservé, fabuleux, il est on a- fabuleux. On a conservé partout. Mais si vous l'aviez pas coupé, il aurait mangé la maison, comme beaucoup de maisons abandonnées de Cap. Bien sûr. Mais voilà, on l'a tué, mais on l'a bloqué en fait. Ça permet d'avoir ce que une sorte de une mémoire de ce qui s'est passé. On a été obligé de le. On n'avait pas le choix. On ne pouvait pas construire le tour. Parce qu'il était énorme, il était comme ça. Il faisait 60 cm de diamètre en haut. Mais c'est marrant parce que tu as travaillé quand même sur la maison qui est la plus symbolique de Cap, parce que c'est la Bah oui. première maison Ben oui. Mais, qui a fait de Cap-sur-Mer, qui est de Saint-Trope de bien Cap. sûr, oui. Mais on a fait beaucoup de recherches parce qu'on voulait remettre le toit dans le bon sens. On a retrouvé des plans à Paris, en France. On a retrouvé des plans d'origine de la maison. En fait. Les archives Les coloniales. archives coloniales en France. C'est vrai qu'il y a des archives coloniales là à Aix-en-Provence, je sais pas si t'en vois. Oui, mais il y en a, oui, Il y en a à Paris, aussi. Donc voilà, ouais, on a cherché beaucoup. Ouais, parce que Pour moi, c'est la maison symbolique de Cap. Hein, c'est- on avait. Parce qu'elle elle a été, en fait. Elle a été détruite un petit peu, en fait, parce qu'ils avaient mis des gros IPN dans les façades pour faire des. C'est le gouverneur de On vient dans Cap. le micro aussi. C'est le gouverneur de Cap à l'époque qui avait fait ça, qu'il avait prise en fait. Il avait cassé toutes les voûtes et tout. On a retrouvé les plans d'origine, on a refait en fait, comme c'était d'origine. Complet. Et donc Villa Dupuis et puis Villa Thomas alors. Enfin Château Dupuis et puis Villa Thomas. Villa Thomas et Villa Tindong à une époque. C'était le gouverneur de Cap en 1956. Alors, est-ce qu'elle est vraie l'anecdote? Parce que j'ai entendu qu'à l'époque des Dupuis, il voulait offrir sa villa au roi et que le roi l'a refusé parce qu'elle était trop petite. C'est possible, je pense. Ouais. En sachant que le roi avait déjà son chalet qui est juste à Que- 500 mètres plus haut Oui. Qui est encore plus. et qui est le plus beau bijou architectural Ouais. de Cap, que malheureusement on ne peut plus visiter. Ouais. Moi, je l'ai visité plein de fois. Ouais. Alors cette villa, c'est marrant parce que c'est un ovni, dans le sens où elle fait penser à un manoir normand ou écossais, alors que toutes les maisons qui ont suivi étaient beaucoup plus modernes, inspiration de Corbusier, avant-gardiste. Ouais. Et celle-là, c'est un ovni, c'est un ovni complet à On ne Cap. sait pas d'où ça sort, mais bon, c'est, L'imagination des Dupuis, je pense. qui devait être peut-être normand. C'est possible. Elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Moi, je l'ai visitée plein de fois parce qu'à l'époque, on avait le droit. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir la faire visiter pendant 6 mois. C'était ouvert. Non, mais même, oui. Même avant, c'était complètement ouvert. On pouvait y aller. Moi, je connaissais bien les gardiens. J'y Alors, allais quand je voulais. Ça se trouve, on a un ami commun, parce que moi, Pana était le gardien, qui était un chauffeur de tuk-tuk de Cap Autrement, était le gardien. Et c'est grâce à lui qu'on a pu rentrer à faire visiter à l'époque. Ben, je pense aussi. Donc Pana, qui est grand, très beau. Un grand Cambodgien, ça se remarque à Cap et au Cambodge en général. Donc c'était Pana qui... Non, maintenant, moi j'ai des questions par rapport à Cap, quoi. Par rapport à, voilà, les légendes de la Dame Blanche,
par exemple. Ah bah il connaît, Alors, on en a parlé. voilà, quelle histoire. Il y a 3 histoires. Quelle ou plus. histoire. Il y a des histoires, mais, Il y en a plein des histoires. Mais pour arriver à la Dame Blanche, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. Puisque en fait, la première question que tu m'as posée, c'était pourquoi Kep, donc on est passé. Exact. Et c'est vrai que je suis parti un petit peu loin. Mais en fait, pourquoi Kep, donc j'ai commencé un petit peu à expliquer tout à l'heure sur que l'administration coloniale était basée à Phnom Penh et qu'ils voulaient une petite villégiature. Ils ont porté leur dévolu sur Kep. Parce qu'ils voulaient un petit village dans l'entre-soi. Il faut savoir qu'à Kep, il y a eu 600 villas. Entre Kep et Kampot, 2000. Mais à Kep même, il y a eu 600 villas. Pour à peu près la moitié, on ne connaît pas du tout les chiffres évidemment, là, certaines étaient de style colonial français qu'on va retrouver dans plein de villes du monde, mais personne ne sait que Kep a quand même été la ville finalement la plus avant-gardiste en dehors de la France au niveau de la construction de villas inspirées du style Le Corbusier. Il y a eu plus de 300 villas à l'époque, toutes originales. Encore un Suisse qui est là, on ne sait pas. Encore un Suisse, oui. Alors, alors Nouma, je trinque parce que j'ai appris très récemment que Le Corbusier, comme Godard, était suisse et non pas français, alors que tout le monde pense qu'il est français. Donc, comme quoi la Suisse, finalement, ce petit pays neutre qui blanchit l'argent des guerres de tout le monde, a quand même créé des génies aussi. On t'a dit? Non, rien, on va pas. Bon. Non, mais en fait, oui, Le Corbusier était suisse. Mais évidemment, il faut parler de Van Molivan. Van Molivan, c'était qui? Van Molivan, c'était le grand architecte du Cambodge. On peut le comparer un petit peu au Haussmann de Paris. Il a été ministre de la ville sous Sihanouk. Et il était très inspiré par l'école, Le Corbusier. Et beaucoup d'étudiants de Van Molivan et des écoles d'architecture khmer sont partis étudier en France et sont revenus au Cambodge. Et les Français qui sont venus s'installer à Kep ont eu un désir parce qu'ils avaient de l'argent. Et comme je dis souvent, et du goût, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et pas de goût, heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'argent et du goût, et ils ont décidé de faire ce qu'on appelle des maisons d'architectes. Ils ont construit presque 300 villas, mais c'est quand même quelque chose de dingue, c'est-à-dire qu'un petit village de pêcheurs, parce que c'était ça là-bas, Kep, c'était un petit village de pêcheurs anodin, comme plein de villages de pêcheurs le long de la côte. Je parle de Kokong, pardon, à la frontière vietnamienne. Il en reste un village de pêcheurs là encore. Oui, il en reste un petit peu, mais c'était ça Kep avant. C'était comme le village de pêcheurs d'aujourd'hui, rien d'autre. Mais autant de plastique ou pas? Tiens, non, parce que le plastique n'existait pas encore, heureusement, à l'époque. Béni soit l'inventeur du hamac et honni soit celui du plastique. Et donc, il fallait le dire. Oui, il fallait le dire. Et donc, ils ont créé toutes ces villas complètement démentes. Il en reste maintenant, nous, on en a recensé une cinquantaine de ruines, et à peu près une trentaine dont il reste les carcasses, et donc on fait visiter, mais qui sont des structures hyper avant-gardistes. On est entre 1920 et 1970. Sur ces 50 années-là, ils ont construit plus de maisons d'inspiration Le Corbusier que dans aucune ville, même occidentale, au monde. On en retrouve un petit peu sur la Côte d'Azur, on en retrouve en Californie, mais une telle concentration de maisons d'architectes avec les géométries complètement déstructurées, avec ces terrasses fabuleuses. Et pourquoi Kep est tout en longueur? Les gens ne savent pas pourquoi Kep, il n'y a pas de centre. Ça fait 8 km de long, il n'y a pas de centre. Il y a 3 centres. Il y a le marché au crabe, la plage et le Kep administratif et Psa Kep. Mais pourquoi? Parce que le but, c'était d'avoir un maximum, à la fois la vue sur mer et le parc national derrière. Et donc les plus riches avaient le front de mer, et puis après ça allait de parallèle. Entre-temps, ça n'a pas progressé, quoi. Il n'y a toujours pas de centre en 2020. Ah non, il n'y a toujours pas de centre. Hein. C'est marrant les gens quand ils disent. Il y a des centres. Hein. C'est où le centre-ville? Ah bah c'est. Lequel? Pour moi, c'est Petsarat, quoi. Ouais, bah pour moi, il y en a 3. Voilà, il y a Psa Kep, il y a la plage et il y a ici. Petsarat, c'est là où tu peux faire des courses. Pour moi, c'est le centre-ville. C'est celle qui a tout compris avant tout le monde, hein, avec Mac Pissay. Voilà, bon. Si on prend la petite route qui descend à gauche de Petsarat. Il y avait le casino. Oui, mais c'était le marché d'avant. C'était le marché d'avant et le casino. Oui, Petsarat, c'est pas loin du marché, c'est le centre-ville. Le marché, pour moi, c'est le centre-ville. Dans toutes les villes en France, toutes les villes, le marché, c'est là où c'est le centre-ville. Des structures, mais il y avait le casino, parce qu'il y avait 2 casinos à l'époque. Il y en a un qui était au sommet du Bokor et un qui était à Kep. Alors pourquoi ils sont terminés ces casinos? La guerre. Ah, à cause de la guerre. Okay. Mais tout a été détruit. Il reste 3 villas. Il n'y a pas de vieux. Il y a le casino qui a été refait en haut du Bokor. Mais il n'y a pas vraiment eu de guerre à Kep, parce que c'était un fief clair rouge. Il n'y a pas eu de guerre du tout à Kep. Petit désaccord. Non, il n'y a pas eu de guerre à Kep. Ce que j'ai entendu, c'est que les derniers, ils ont été pris ici, quoi. En fait, attends, 94, oui, mais. Non, mais il n'y a pas eu vraiment de guerre. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de rien ici.
ça a été juste détruit par les Vietnamiens quand ils se sont retirés. En fait. Ils ont cassé les maisons pour récupérer le métal et les fils électriques et tout. Il y a eu deux choses, excuse-moi, parce qu'il y a quand même. Moi, j'ai visité des maisons, par exemple, tu as les trous de roquettes qui traversent la maison. Oui, mais il n'y a pas. Donc, ça, c'est pas pour piquer le métal. Tu vois la maison de la reine, il y a encore les impacts de balles. Il y a plusieurs maisons où tu as des impacts de balles, de roquettes, de grenades et de lance-flammes. Très léger. C'est peut-être pour s'amuser aussi avec ce qui restait, non? Non, mais ça, moi, ma façon de voir les choses et ce que j'en ai entendu, entre autres par des gens comme Philippe aussi, c'est que les maisons de Kep, comme les pagodes, étaient des lieux idéaux pour la guérilla. Et donc, que ce soit les Viettes, les Pro-Lon-Nol, les Khmers rouges, les Viet Minh, etc., se planquaient dans ces maisons ou dans les pagodes parce que c'était des bâtiments durs au milieu des campagnes. Et donc, pour se déloger les uns les autres, les seuls moyens, c'était le lance-roquettes, le lance-flammes, les grenades et la mitrailleuse lourde. Mais il n'y a pas eu beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup de destruction quand même à cette époque de ces maisons-là. Il n'y a pas eu beaucoup de combats ici, en fait. Plus à Campote, oui, comme la cathédrale, etc. Le gros du truc était à Campote parce qu'il y avait l'accès par la rivière qui arrivait de la mer. Il y en a eu quand même beaucoup. On ne détruit pas 600 villas uniquement pour récupérer des bouts de ferraille. Il y a un processus beaucoup plus long. C'est tout parti en train au Vietnam. C'est quand même... oui, parce qu'on est en frontière du Vietnam. Tout est parti en train. Les fils électriques, le métal, tout est parti. Parce que sur certaines maisons anciennes, on voit que ça a été détruit à la masse, et non pas par les bombes. Mais dans certaines, on voit très bien les traces de balles, de roquettes. Il n'y a pas eu beaucoup de combats ici. Il y en a eu. Il y en a eu. C'était un des derniers bastions Khmer rouges, et c'était proche du Vietnam et de Campote, où les combats ont été quand même violents. Il y a combien eu d'années d'occupation vietnamienne au Cambodge? 1975, 1991 officiellement, 98 officieusement et aujourd'hui encore. Mais on a dit qu'on parlait pas de politique ce soir. En tout cas, moi je veux dire un truc. Les Français ils pleurent par rapport à 5 ans. Non, mais les Français pleurent toujours de toute façon. Bien dit. Ils étaient rejetés. Quand même eu 15-20 ans de. Mais je pense que les Français n'ont pas ont été. Enfin, c'est une théorie parce que j'ai beaucoup passé de temps dans ces villages. J'ai créé un bouquin là-dessus, j'en fais pas la promotion parce qu'il n'est pas fini. Je ferai la promotion lorsqu'il sera fini. Pour imaginer les histoires qui sont passées dans ces villas. C'est-à-dire qu'il faut quand même imaginer que les gens qui vivaient là, dans ces villas-là, à cette époque-là, étaient hors du monde, étaient hors sol. On parle de déconnexion de réalité en parlant de nos gouvernants aujourd'hui. Les gens qui vivaient là, c'était quoi? Il y avait trois catégories de gens. Tu avais d'un côté l'administration coloniale française qui était basée à Phnom Penh et qui voulait avoir des villégiatures. Donc tu as des résidences secondaires. Tu avais les gens qui vivaient ici parce qu'ils faisaient de la culture, du business ici. Donc eux étaient installés ici. Et puis après, tu avais l'élite cambodgienne et la famille royale. C'était les trois principaux, il y en avait d'autres. Et puis il y avait quelques Vietnamiens. Mais c'était les trois principaux pôles d'occupation de Kep de l'époque. Ils ont créé Kep, cette villégiature, Saint-Rod du Cambodge, Petit Kep-sur-Mer. C'était ça. Donc tu avais ces trois principaux pôles. Et ils vivaient quand même dans une, je pense, dans un monde où ils étaient un petit peu les rois de ce monde. Certains étaient des connards finis, certains étaient des gens très bien, certains ont fondé des familles, mais ils n'ont pas vu cette guerre venir. Et beaucoup sont carapatés, sont partis en vitesse, on leur a dit la guerre elle est là. Donc ils ont pris leurs affaires, ils ont tout mis dans la Mercedes ou dans la Cadillac, et ils sont rebarrés à Phnom Penh, et il y a eu une première phase de pillage. Après, là où on a un petit désaccord, il y a eu une phase de bombardement et de guérilla urbaine à Kep, où il y a eu une grosse destruction, et puis après il y a eu la nature qui a repris ses droits, et puis après, à partir de la redistribution des terres après les accords de Paris en 91 et à partir de 92, il y a encore des Khmers qui sont venus récupérer ce qu'ils pouvaient, la ferraille, un clou était un clou, des carrelages, des barres à mine de ciment, enfin pour reconstruire leur propre maison. C'est pour ça que tu vois quelques maisons qui sont vraiment de briques et de brocs, qui sont des récupérations de toutes ces maisons-là. Mais il y a eu forcément, il n'y a pas eu que les Vietnamiens, parce qu'on ne détruit pas 600 maisons de cette façon, où certaines, il n'y a même plus une trace, il n'y a même plus un bout de ciment, il n'y a plus rien. Il en reste peu, il reste une quarantaine de carcasses intéressantes de ces maisons-là. Donc, mais Kep a été vraiment cet endroit, cette petite bulle du protectorat ou de la colonie française, on ne va pas débattre là-dessus, ce petit synthrope hallucinant. Mais qui fait que c'est une vie passionnante. Hein. Et après, d'ailleurs, on pourra rebondir plus tard sur la Dame Blanche, parce que cette Dame Blanche a suivi tout ça. Mais, ça, c'est une autre histoire. En gros, la première Dame Blanche
donc on n'est pas l'état de Elle construction. attendait pas son mari qui revenait de la pêche. Pas du tout, non. C'était Voilà. elle était debout, on a les photos. C'est dommage que j'ai pas pu les amener, mais on a des photos d'archives. Il était parti. Elle était debout, elle était à Walpé, elle avait des formes Voilà, il était généreuses, parti au bar, l'autre. voluptueuses, etc. Et elle représentait quoi? Elle représentait tout simplement la beauté de la femme blanche. Et c'était une femme blanche. C'est-à-dire qu'elle représentait la beauté de la femme blanche, blancheur. de la femme coloniale en fait, Voilà. de la femme blanche. Et déjà à poil à l'époque, hein, ce qui est dans un pays quand même assez prude et un peu étranger. Il s'avère qu'en 1953, indépendance du Cambodge, sous le règne et l'influence de Sihanouk. 1953, un gouverneur khmer, je ne le connais pas, mais est nommé forcément à la gouvernance, non pas de Kep, parce qu'à l'époque, Kep n'était pas une province, Kep est une province qui date de 98, mais donc de la province de Kampot et de la ville de Kep, ce gouverneur décide que bon, bah, c'est bien beau d'avoir une femme en Walpé qui représente la beauté de la femme blanche, et donc décide tout simplement, et là il faut faire travailler l'imagination, de la faire casser, organise les élections de Miss Kep sur la plage, où tu as toute la haute société anciennement coloniale, qui est quand même restée longtemps au Cambodge, et khmer et royale, etc., qui assiste à ce défilé. Une Miss Kep est élue, et ils cassent cette statue, et ils font une statue blanche à l'effigie de Miss Kep, toujours à poil. On a les photos. Et qui regarde sur l'horizon. Je préférais l'histoire où elle s'est transformée en sel. Alors ça, c'est une autre histoire. elle était plus sympa, quoi. Celle-là, tu la raconteras parce que je la connais pas. Mais c'est toi qui me l'as raconté la dernière fois. Sel. Tu m'as dit il y avait une histoire de sel, du coup elle s'est transformée en sel. Tu m'as Alors dit- ça, c'est le conte. Ah, oui, c'est le conte que je Donc, parle, moi, le conte. alors là, Bah, après- j'imagine que c'est pas. Et puis la troisième histoire, qui est celle de cette dame khmer, dame blanche d'aujourd'hui, c'est que la guerre à Kep, elle s'est pris le roquet, tous les Vietnamiens l'ont détruit, on va donner deux versions, mais il s'avère qu'en 92, donc après les accords de Paris, l'arrivée de l'ONU et la préparation des élections de 93, le gouverneur de Kep en fait décide de couper la poire en deux, et il fait une statue à l'identique de la deuxième, c'est-à-dire assise dans la même position, et en gros si tu regardes, même si c'est pas Rodin, le corps représente celui d'une femme blanche plutôt voluptueuse, les fesses amples, la poitrine large et généreuse, et le visage d'une femme khmer. Donc un clin d'œil au passé et au présent. Voilà, donc ça c'est les trois histoires, et elle a été faite par deux Cambodgiens sculpteurs qui ont sauté à, je crois, enfin en 1992. Et c'est celle-là qui est là depuis l'origine. Pour les Cambodgiens, pour certains Cambodgiens, parce qu'il y a encore plein d'autres versions, c'est aussi une neakta, parce que tu vois des Cambodgiens aller faire des offrandes, aller acheter des crabes, relâcher des crabes, mettre des bâtons d'encens. Donc une neakta, c'est-à-dire un esprit protecteur, surtout pour les pêcheurs et les gens qui travaillent envers la mer. Donc ça, c'est aussi une quatrième version, enfin une quatrième histoire. Et le conte, en effet, c'est qu'une femme de marin, alors que ce qui est hallucinant, parce qu'il faut imaginer que la mer n'était pas salée, que les Khmers étaient des marins alors qu'ils ne sont pas des marins. C'est les Chams, les marins, ou les Vietnamiens, mais c'est pas les Khmers sont un peuple de terre et d'eau, de gestion d'eau dans les terres, mais c'est pas un peuple de marins, il ne l'a jamais été. Les éléphants, la terre, tout ça. Et donc, il faut avoir beaucoup d'imagination, puisque donc, il faut imaginer que des marins seraient partis à l'aventure, chercher peut-être à l'époque des routes de la soie chinoise, etc., des épices, des cultures à travers le monde, et qu'une de ces femmes de marins était folle amoureuse de son mari, et donc allait l'attendre tous les jours à ce même emplacement. Le fait est qu'avant qu'un jour, peut-être plusieurs mois, années après leur départ, ils sont revenus. Mal manque de bol, ils se sont pris une tempête dans la gueule, qui venait sûrement du Vietnam. Hein. Allez, il fallait la passer. Il est sceptique, l'autre, là. Et ils se sont tous renversés. Dans les épices, il y avait du sel, la mer est devenue salée. Et cette femme-là, qui ne voulait pas accepter l'idée de la mort de son mari, s'est retrouvée figée dans le sel en fixant l'horizon et en attendant le retour de son mari. Moi, j'adore ça. Voilà. Je préfère ça. Moi. Mais moi aussi. Voilà, ça, Mais ça, c'est la légende. C'est la légende que racontent certains Cambodgiens. Après, d'autres te disent que c'est une sirène. Après, ils s'en rapprochent. Ben, le problème, c'est qu'elle n'a pas de queue, elle a que des jambes. C'est vrai. Donc, voilà. Bonne sirène. Voilà. Donc, il y a plein d'histoires autour de cette dame blanche. Mais pour moi, plus que le crabe, qui est quand même un chef-d'œuvre d'art contemporain que tout le monde voudrait avoir chez soi en reproduction, j'ai des adresses. Tout le monde voudrait manger, moi. Moi, ma femme, elle me dit Mais voilà, en dehors du crabe, c'est vrai que cette dame blanche, dans la version officielle, a suivi l'histoire de Kep, et dans sa version officieuse et conte, parce que les Khmers adorent, comme beaucoup de même la France, les contes et légendes, elle a son histoire aussi là-dedans. Et c'est vrai que cette dame blanche symbolise beaucoup Kep. Voilà. Mais on voit des photos, on a des photos d'archives de la femme blanche debout. À l'époque, l'avancée sur mer était couverte. Il y avait des palmiers d'ailleurs sur le bord de la plage et non pas des arbres. Alors que maintenant ce sont des arbres. Et toi, Alain, alors, toi, tu t'en penses quoi de cette histoire? Il s'en fout, Alain, lui. C'est du sel. C'est du sel. Non, Alain, moi, je. C'est un statut.
Dernière version. Bah oui, moi aussi. Ah, moi, j'aime bien les 3 versions. Ouais, Les 5 versions. J'aime bien toutes les versions. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on discute, mais en tout cas, après on va repasser peut-être à Sopek qui est revenu. Mais une question, toi. Tu meurs où, toi? En France ou au Cambodge? Je pense que je vais mourir au Cambodge. Tu préférais mourir au Cambodge ou en France? Il me reste plus grand monde, mais il me reste ma sœur. Elle pourra faire l'effort. Et si tu meurs, tu veux qu'on rapatrie ton corps ou tu veux te le faire incinérer ici? Je reste ici. Manu? Alors, ce serait assez marrant ce que tu viens de dire en disant il me reste plus que ma sœur, parce que moi il me reste plus que mon frère. Et moi il me reste plus que ma soeur. Je sous-entends qu'on est orphelin, mais moi à titre personnel, ça va de soi. Ouais, il reste plein de monde. C'est mais ici. Salut. Ici? Ouais, une petite incinération, et puis surtout je veux que ça danse, que ça picole, Et voilà. que ça tourne autour du pot de fleurs, et que ça pleure pas dans les chaumières. Mais pas en France. Hein. Ah non, putain, avoir des pleureuses. De toute façon, moi, il n'y aurait pas grand monde qui viendrait. Moi non plus. Oh, non, pas Il y aurait quelques potes. Oui, bien sûr. Ah, et puis alors, allez, parlons des gens. Pour des amis. Rabbit Island. Alors là, c'est un truc, ça me tient à cœur. Qu'est-ce que c'est alors, Pourquoi? Parce que c'est l'île du d'après lapin et toi- qu'au lapin. D'après toi, ça va vite, Cotton ça va Sky, Rabbit Island, ça vient d'où cette histoire d'île au lapin? Bah, c'est la forme, apparemment. Non, Vu de haut, apparemment, si- justement, non, vu de haut, Alors, c'est comme pour la Dame Blanche. Il y a plein de versions. Il y a plein de Voilà. versions. Alors, Il y en a tiens, beaucoup, ouais. parce que moi, j'ai beaucoup parlé, mais. Non, mais, Alors donc voilà, Tim. Tim, allez, Rabbit Non, mais Island. non, mais je sais. Mais c'est Une possible question à qu'à une poser époque, il y a eu des lapins. C'est possible qu'à une époque, il y ait eu la... Ah non, mais si. Alors, Je les ai jamais vus. Mais... alors ça, c'est une version que j'ai entendue d'un vieux Khmer. Oui. Il y en Comme a quoi, eu, à il y en a eu. l'époque coloniale, et ça, c'est un Il y a eu Khmer des lapins. francophile, Fon, qui m'a raconté qu'à l'époque coloniale, il y avait c'était l'époque où le lapin était un animal de compagnie des Français et aussi un animal qu'on aimait manger, et que donc ils avaient leur clapier à lapin et que quand ils partaient sur l'île, ils amenaient leur lapin sur l'île. Et que Voilà. donc les Khmers qui sont très taquins et moqueurs, jamais méchamment, mais très taquins et moqueurs, ont appelé, en fait, ils se sont moqués des Français en disant c'était l'île au C'est lapin. eu lapin. Voilà. J'ai entendu cette version. Oh merci, Oui, putain, je suis pas tout seul. Oui, oui. Ah, ça me fait plaisir. Parce que quand je la raconte, il y a des gens qui me regardent, ils me disent mais non, c'est pas possible. Après, ouais. Mais c'est une des versions. La deuxième version que j'ai entendue, c'est que Tensai et Tensei, alors je sais plus trop, il y a eu une prison Khmer Rouge avec un bunker, et que la prison et le lapin, il me semble en Khmer, alors ça je suis pas du tout sûr que c'est proche, et qu'ils ont plutôt que de l'appeler l'île de la prison, ils ont appelé l'île du lapin. Parce que c'était quand même plus attractif d'un point de vue touristique. Ils sont en prison dans des clapiers, quoi. Oui. J'ai une question. Oh putain, il y a Sophie qui est arrivée là. Ça y est, On l'a une foutu. femme. On l'a foutu. Ah, une tiens, Ah oui, c'est femme. difficile de couper là. Ah, putain, on est pas- on est Super pas- intéressant. Non, excuse-moi, tu parlais de la statue de Dame Blanche. J'ai une autre question sur une statue qui a là-bas, la route qui va un peu vers ton ancienne maison, qui passe derrière. Il y a un moment, tu as deux. C'est pas des biches, c'est des. Je sais pas si c'est comme un animal. Si, c'est des animaux. ouais. Oui, mais je sais pas, tu vois la statue, il y a deux comme des cerfs avec des cornes comme ça qui partent. Et en fait, je me demande pourquoi ils ont fait ça alors que ici, je sais pas s'il y a ces animaux-là. Alors, il y a si, des- il y a si. des cerfs, hein, il y a des cerfs. Mais là, on c'est voit. ouais, beaucoup, deux cornes. Ouais, Ah ouais, il y a ok. des cerfs. Les gens ont oublié, mais il y a une faune sauvage avant les Khmers Ouais, c'est rouges, ça. et avant les bombardements américains d'ailleurs, mais donc bien avant les Khmers rouges, à Il y partir de en 68. est resté, hein, même. Oui, il en est resté, il y en a encore des ours, Moi, des en cerfs. croisant des chemins, il y en a qui me sont passés devant. Il y a pas longtemps, il y a moins de D'accord. 2 ans, au Tara, ils ont vu un ours, il y a eu un incendie, ils ont vu Ça, un ours un ours, brun moi, d'Asie. j'avais entendu dire. Donc, Mais des cerfs. non, il y a des cerfs. Alors là, ils ont des cornes comme ça sur la statue. Oui, alors après, il faut savoir qu'il y a quand même une interprétation. Les Khmers sont, à la base, enfin, il y a 2 écoles, toujours pareil, hein, comme partout, enfin, ou plus d'écoles que 2, mais bon, il y en a 2. Il y en a ceux qui disent que les Khmers sont plus bouddhistes qu'animistes et ceux qui disent que les Khmers sont plus animistes que bouddhistes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils sont plus animistes que bouddhistes, parce que l'animisme vient presque de la présence des Khmers au Cambodge, enfin, presque un siècle avant Jésus-Christ. Et après, il y a eu cette période animiste jusqu'au 7e, il y a eu la période hindouiste jusqu'au 12e, il y a eu le bordel du 12e au 14e, il y a eu le bouddhisme au 14e. Mais si l'hindouisme a disparu, l'animisme est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et moi, tous les Khmers que je connais ont bien plus peur des fantômes que des Bouddhas. Voilà, et donc tu retrouves des représentations d'animaux parfois étranges.
et parfois improbables, un peu partout. Après, c'est comme pour les arbres, les statuaires, tu trouves du statuaire de noir. Si tu vas dans la grotte de Kompong Trak, et que tu sors par derrière, tu tombes, en direct, tu as la vieille Khmao, la vieille Khmer noire, qui est un esprit animiste. Et puis si tu passes par derrière et que tu arrives, tu tombes sur un truc, un Bouddha à 8 têtes que j'ai pris un petit peu pour un moment, ce qu'on appelle le Bouddha qui voit partout, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai oublié un petit peu le nom, mais tout est un mélange au Cambodge, en fait, tout est un mélange d'animisme et de bouddhisme. L'animisme existe au Vietnam, à la différence de ce que certains disent, il existe au Vietnam, il existe en Thaïlande, il existe en Birmanie, il existe au Laos. Mais vraiment, chez les Khmers, l'animisme est présent partout. Les maisons sur pilotis, personne ne le sait. Peu de gens le savent, peu de gens le disent, mais ce sont des maisons animistes. C'est pas du tout pour protéger le bétail, se protéger de la pluie ou se protéger du soleil. Ça, c'est les aspects pratiques. Et la jeunesse de la maison Khmer, qui fait du Cambodge le pays le plus animiste pour moi d'Asie du Sud-Est, et ce sont la présence des maisons sur pilotis. Et donc, tu retrouves des statuaires, des représentations statuaires d'animaux partout, dans tout le Cambodge, et certains animaux qui ont existé et certains animaux qui n'ont jamais peut-être existé. Peut-être que tu vas un jour voir, je sais pas, la photo d'un... il y a beaucoup d'animaux à la base au Cambodge, c'est tropical, il y a des forêts, donc t'as à peu près... T'as eu tout, il y a eu des lions, des tigres, des ours, toutes formes de serpents, des cerfs, des pans, il y avait tout. Le problème, c'est qu'avec le départ des bombardements américains et puis 30 ans de guerre, et puis après, pendant ces 30 ans de guerre, le braconnage, le trafic, la corruption, la plupart de ces animaux ont disparu. Il en reste, on retrouve encore aujourd'hui donc des ours, des tortues. C'est plus le braconnage. Plus que le braconnage, oui. Et pendant la période anarchiste qui date de 92 à 2010, on va dire, avec une grande liberté soutenue. Voilà, donc avec la déforestation massive, il faut savoir que le Cambodge est le pays au monde le plus déforesté, donc évidemment les animaux sauvages sont partis avec cette déforestation, oui, plus que l'Amazonie. C'est un des 3 pays les plus déforestés au monde en termes de proportions. C'est vrai que le Cambodge c'est tout petit. Mais le bois ils l'ont exporté parce qu'ils n'ont pas tout utilisé alors. Bah oui, évidemment. Ouais. Après là on va attaquer un sujet qui ne faut pas attaquer. On va aller trop loin. Voilà, non, bah oui. Parti, même si c'est en français, là ça sera coupé au montage, mais c'est une amie à moi qui a fait tomber. C'est super intéressant tout ça. Donc on a un invité surprise là, on a Chris qui a pas de choix quoi. De toute façon il doit venir là. Il va prendre mon casque, il va boire une bière et puis. Ça il faut une pause bière. Mais pour résumer, oui il y a des cerfs au Cambodge. Oui, bien sûr. Des daims, des cerfs, des daims. Tu viendras faire un tour pour tout m'expliquer là. Moi, je vais pas découvrir Kep avec ta moto. Une petite parenthèse un petit peu drôle. Ils m'ont abîmé mes plantations. Parce que sur les interprétations au Cambodge sont des fois très drôles et tu peux visiter certaines pagodes où tu vas voir dans une représentation de la vie de Bouddha une Mercedes qui passe, un avion qui vole ou De Gaulle sur un boulevard. Et ça dans une pagode. Parce qu'il y a une avec un cerf et un hibou. Et un cerf et un hibou et des petits lapins blancs. Parce qu'il y a une grande liberté d'interprétation au niveau artistique des artistes qui font les fresques, qui ornent toutes les pagodes ou qui font les sculptures. Et comme ils ont un mélange d'animisme, de bouddhisme, d'hindouisme, et là, bon, je vais le dire à titre très personnel, et que les Khmers pour moi sont des grands anarchistes, c'est très difficile de leur faire respecter beaucoup de lois, ils s'amusent et ils interprètent. Et si tu vas à la pagode de Wat Samatthi et que tu vas sur le premier pan à gauche qui est juste avant la naissance de Bouddha, tu verras qu'il y a un Cambodgien ouvrier qui fume une clope. Ce qui normalement au IVe siècle, mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la jeunesse du Bouddha, normalement, ça n'existait pas vraiment, quoi. Et donc tu vois ça. Et si tu regardes en détail dans plein de pagodes, tu vas retrouver dans beaucoup de pagodes, il y a un livre magnifique qui a été fait par 2 Français qui ont recensé toutes les anciennes pagodes non détruites depuis 40 ans. Il y a dans toutes des détails qui sont complètement anachroniques, parce que c'est le côté vraiment un petit peu que j'aime beaucoup dans l'anarchisme khmer qui rejoint même le bouddhisme. C'est-à-dire que même les bouddhistes au Cambodge sont un petit peu anarchistes. Et c'est ce qui fait tout leur charme et leur beauté. Enfin, à titre personnel. Non, mais ils n'ont pas de code et d'obligations. Ils ont des codes et des obligations, mais ils savent de temps en temps les transgresser avec humour ou les détourner. Et c'est accepté. Transgresser et transcrit, c'est pas très loin comme. Bon, voilà. Et c'est toléré aussi. Il y a une liberté ici, du moment qu'à un moment c'est drôle et que ça passe, on accepte.
Le bouddhisme khmer est quand même un des bouddhismes les plus cool d'Asie du Sud-Est. Ils ont tous leur iPhone, leur paquet de clopes, des amants, ils sont tous sur Facebook, ils ont 3000 amis. Donc 3 comptes sur Facebook. Voilà, 3 comptes. Avec 5000 amis. Ils sont pas dans la retraite absolue du jeûne, du végétarisme, etc. D'ailleurs, un truc assez drôle, parce qu'ils ont accepté la présence Cham qui les a bien arrangés, parce que même au jour d'aujourd'hui, la plupart des bouchers, des gens qui tuent les bêtes, sont Cham et ne sont pas cambodgiens, parce que les Cambodgiens ils veulent bien le manger, mais ils veulent pas le tuer, parce qu'on ne tue pas grand-père. Bon, alors ça c'est des paradoxes, on veut bien le manger, mais on ne veut pas le tuer. Et donc, surtout dans cette région, Kep Kampot, Phnom Penh, Kampong Cham, la plupart des bouchers sont Cham. La plupart des pêcheurs sont Cham. Et il faut savoir que les Cham ont été la première minorité qui a été massacrée par les Khmers rouges, mais ils étaient très présents au Cambodge avant, et ils ont même essayé de l'envahir. Mais il y a eu une longue période où ils se sont assimilés et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, ils s'entendent très bien. Et c'est vrai que la plupart des bouchers et des pêcheurs sont Cham. Moi, je suis totalement novice, j'y connais rien. C'est quoi, Cham? C'est les musulmans. Oui, musulmans du Cambodge. C'est la minorité de Cham. Voilà. Musulmans. Ah oui, parce qu'après ils sont compliqués. Parce que t'as les Cham, t'as les Khmer musulmans. Il y en a un peu plus après Damnak. Après, la plupart sont à Kampot, beaucoup. Mais t'as la grande mosquée, une grande mosquée qui est entre Damnak et Sessor. Mais c'est Kep Kampot, Kampong Cham. Mais ça veut dire qu'ils font du. Les femmes sont pas voilées complètement, mais elles ont. Ouais, elles ont de petits voiles de couleur. C'est-à-dire qu'ils font que de la viande halal ici, alors? Quelque part, ouais. Non, mais quelque part, ils font comme ils coupent comme en fait aux musulmans. Après, si vous voulez quelques anecdotes sur les Cham, c'est à vous de me dire si on a le temps ou pas, parce que je peux en raconter des drôles sur les Cham. Des mariages Cham où tu ressors complètement bourré, des mariages Cham qui mangent du porc, et surtout ce que je préfère, parce que j'ai une femme surtout en face de moi, c'est les traitements, les traitements de flagellation infligés aux femmes, ça j'adore. Ah, bah attends, mais justement, moi je recherche ça en vain, j'ai toujours pas trouvé. Alors. Oh, Swan, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici. Non, mais ils mangent les chiens aussi. Non, oui, mais ça, ils mangent. Mais pour les grandes occasions, j'ai l'impression. Non, mais pour les chiens, c'est encore un cliché, c'est-à-dire que tu as les pauvres qui mangent les chiens parce qu'ils n'ont rien à bouffer. Et c'est tout. Ou pour les anniversaires, moi c'est ce que j'ai vu chez moi. Oui, mais globalement, c'est quand même. Alors là, je vais encore faire mon nationaliste khmer. Non, la culture de la bouffe du chien, c'est plus vietnamien. Okay. Elle arrive au Cambodge, elle est présente, mais. Tous les jours, tu peux te mettre sur la route de Damnak. Et tu verras des. C'est des Vietnamiens avec des cages derrière. Et la musique. Avec les chiens. Les Khmers vendent des chiens en fait. Bah, nous, nos voisins ont déjà mangé. Pour les Vietnamiens. Et chose très drôle, parce que moi je l'ai vu pendant 7 ans pendant mes tours quand même, c'est qu'à chaque fois qu'ils passent, t'as tous les chiens qui leur coursent après. Et ce qui est très chiant quand tu fais ton boulot, qui est un boulot de guide, parce que quand t'as 5 clients et que tu as le malheur de croiser un vendeur-acheteur de chiens, bah t'as tous les chiens qui te courent après et te courent après tes clients. Et là, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. T'avais une question, sinon peut-être Chris. Non, j'ai pas une bonne question, j'ai l'impression. Ah, j'ai dit une question, après si elle est bonne. Moi, j'aimerais bien manger. C'est le on en trouve. Il suffit de demander. Même ce pays. Même au marché de Kep. Mais c'est plus que le pays, je pense que c'est la population qui nous a. On trouve de la viande de chien au marché de Kep. Bah, c'est les gens, oui. Non, c'est les gens. Ouais, voilà, Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Bah, je pense qu'autour de ce bar, on est 2, 4, 6, 8, 10. On a tous visité le Vietnam, enfin tous, presque. Le Laos, le Cambodge, la Birmanie, pardon, la Thaïlande. Certains sont allés aux Philippines, au Sri Lanka, etc. Non. Et les paysages sont bien plus beaux. Les plages sont bien plus belles à Palawan, aux Philippines. Les montagnes sont bien plus belles à Chiang Mai, Chiang Rai. En Thaïlande, si on est au Cambodge et si on est à Kep, parce que la plage de Kep, c'est pas non plus, voilà. C'est pas pour la C'est pas pour la plage. Pour les gens, Souvent, les gens ont confondu 3 choses. On dit que le pays du sourire, il y avait 3 pays. C'était le Japon, la Thaïlande et le Cambodge. Alors, le pays du sourire. Pour moi, à titre personnel, j'ai pas eu la chance de visiter le Japon, j'en ai jamais eu les moyens, mais j'ai visité un peu la Thaïlande à plusieurs reprises. Moi, je préfère honnêtement nettement le Cambodge que la Thaïlande au niveau du pays du sourire. Il y a une spontanéité ici. Non, il y a un côté naturel. plus innocent au Cambodge qu'en Thaïlande. Moi, Non, il y a un côté innocent au Cambodge. J'ai eu la chance, mon boulot, c'est. La chance que j'ai eue, même si c'est pas une chance financière, c'est une chance de plaisir, c'est que pendant 7 ans, j'ai emmené des gens dans la campagne profonde. Et j'ai emmené presque 3000 personnes pendant 7 ans. On a fait donc, je sais pas moi,
35 000, 40 000 kilomètres en 7 ans dans la campagne de Cape Campote. Mais vraiment dans la campagne. Il ne s'est pas passé, à l'exception de 10 jours compréhensifs de Covid, donc 10 jours sur 3600 jours. Et c'était légitime de leur part parce que le gouvernement leur mangeait la tête, les Occidentaux, les Français ont le Covid, c'est eux qui l'amènent. Et ça a duré 10 jours. Ça n'a pas duré comme dans les autres pays, 6 mois, 1 an, etc. Il ne s'est pas passé une seule journée sans qu'on prenne au minimum 50 hello, bye bye, sourire, what is your name dans la gueule. Tout le temps. Où qu'on s'arrête. Où qu'on s'arrête. Partout. N'importe où. Ils t'invitent. N'importe où. Nous, on a fait du chantage à l'enfer. Et sans attendre rien d'autre. On a été obligé de faire du chantage à l'enfer, de demander à dormir par terre pour rester chez les gens parce qu'ils voulaient nous donner leur lit. Bah oui. Le nombre de fois on s'est fait accueillir, manger, enfin, etc. Mais c'est tout le temps. Donc c'est tout le temps. ça. Enfin, peut-être je suis Moi, je me souviens. novice, hein. Non, t'es pas novice, ça fait quand même des années que t'es là. Mais c'est ça. C'est les gens. C'est la générosité, c'est l'empathie, c'est la gentillesse, c'est l'absence de préjugés. Je comprends rien, moi. Je m'en fous. Je Il n'y a comprends. pas de filtre. Non, il n'y a pas de prisme à travers lesquels on va te juger. T'es grand, t'es gros, t'es petit, t'es pédé, t'es hétéro, t'es noir. Alors non, au début ils ont un petit truc, mais tu le casses en 30 secondes. Non, il n'y a pas tous ces préjugés. Et puis quand ils t'aiment, ils t'aiment. Moi j'ai trois familles Khmer. Elles sont pas occidentales, enfin si j'en ai une. Moi, je sais qu'ils mais m'ont sinon j'en ai toujours 3. accueilli n'importe où. N'importe où, tout le temps. N'importe où, ils m'ont accueilli en fait. Moi j'ai des gens Il fallait surtout pas aller. Moi je suis Chez tombé le en voisin, panne. c'était. Je suis tombé en panne d'essence au milieu de nulle part et je suis tombé sur des ramasseurs de mangue qui sifflaient leur essence à la bouche de leur réservoir pour me remplir le réservoir de mes clients pour qu'ils puissent arriver jusqu'à la prochaine station d'essence en sachant que siffler de l'essence c'est quand même super désagréable parce que tu pues de la gueule, tu prends de l'essence dans la bouche et ça coûte des ronds. Et quand tu leur disais on va te donner de l'argent, ils disaient mais surtout pas. Alors à la fin, on a réussi à négocier. Moi, ce que j'appelle le pays des négociations à l'envers. Alors on a des négociations à l'endroit parce que ça fait partie du jeu, comme dans certains pays orientaux, du Moyen-Orient, au Maroc, en Tunisie, tu négocies. Mais ici, moi, j'ai fait des négociations à l'envers, c'est-à-dire que tu négocies pour donner plus, alors que parce qu'ils veulent moins. Parce que nous, ça vaut pas là. Non. Excuse-moi, tu m'as rincé toute la journée, là, tu m'as fait à bouffer toute la journée, t'en as pour $20. Laisse-moi te payer 10 ou 15, quoi, s'il te plaît. Ils veulent pas en fait. Et ils veulent pas. Et limite à un degré, ça arrive à un degré où t'es mal vu et donc il faut dire ok, tu acceptes. Tu peux même les fâcher quand tu. Ah oui, tu vas les fâcher. Et donc c'est de la Je vais négociation à arrêter l'envers. d'insister alors moi. Mais si, Non, mais c'est vrai. Après, ça dépend. Quand ils sont là pour vendre, par contre, il y a le Non, mais côté il y en a. commercial. Alors là, c'est commercial. Alors c'est après, là, on va tomber sur Mais un autre par contre, sujet. c'est vrai les- que Parler quand- de la relation humaine. Oui, par contre, dans la relation humaine, c'est vrai qu'ils sont là pour donner. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les Sino-Khmer. Il y a beaucoup de Chinois, de Vietnamiens, de Khmer. Il y a beaucoup de. La plupart des gens oublient que le Cambodge d'aujourd'hui est un pays profondément, depuis 2000 ans, métissé. Exactement comme on dit en France qu'il n'y a pas un vrai français, ce qui n'est pas faux à 100%. Les Sino-Khmer sont 30%. Les Khmer qui s'appellent eux-mêmes Khmer encore et qui en sont très fiers, il y a eu 36 000 métissats, enfin 36 000 façons de parler, ça c'est une expression très française, mais je veux dire, il y a eu tellement d'invasions, de colonisation, d'introduction dans le territoire, de mariage arrangé avec les Chinois, les Vietnamiens principalement, qui fait qu'à une époque, alors là je l'ai plus en tête parce que comme une fois de plus je suis pas un érudit, il y a beaucoup plus de Khmer métissés que de Khmer d'origine. Avec les Cham, avec les Chinois, avec les Vietnamiens depuis 1000 Et ans. nous, expats, on pense qu'on est les premiers envahisseurs du Cambodge. Pas du tout. Les premiers visas au Cambodge, c'est les Vietnamiens. C'est les Chinois, et les Vietnamiens, et les Mongols, et les Malaisiens, et voilà. Ça va, Soperk? Très bien. Ouais, un petit peu pété comme un lutin. Ça arrive. Ça arrive, hein. Oui, ça. Tic-tic. Oui, tic-tic. Oh, tic-tic, tchal. Bah, tu parles très bien cambodgien alors. Oh, j'ai beaucoup oublié comme click-tchal. Tout à l'heure, avant de préparer l'émission, tu me racontais une petite histoire sur l'île de la Soie. Oui, c'est vrai. Et t'étais tout petit, t'étais un petit enfant, t'étais un gamin. J'avais 8 ans. T'avais 8 ans. Ouais. C'était avec des Russes. Avec des Russes, ouais. Tu peux me raconter l'histoire? Oui, récemment, mon papa m'a appris le français récemment quand j'avais 8 ans. Et voilà. T'as pris le français avec ton papa quand t'avais 8 ans. Voilà. Ouais. Et donc, un jour, il y a eu des touristes russes
qui sont, t'allais visiter l'île de la Soie, où je suis né, quand j'avais 8 ans, donc déjà que les Cambodgiens sont pas grands, à 8 ans, toi, t'étais déjà voilà. C'est la même taille. J'ai eu peur de parler avec eux, hein, parce qu'ils sont trop grands. Toi, t'avais 8 ans, et puis... voilà, eux, quoi, voilà. Tu m'as dit qu'en plus, à l'époque, les Russes, ils parlaient un peu français, un peu anglais. Ah oui, parce que à l'époque du Cambodge était francophone. Même après la chute de Khmer Rouge, les Russes sont venus au Cambodge. Ils savaient très bien que le Cambodge était francophone, c'est pour ça que les touristes russes sont venus, ils sont francophones, ils parlent français, tout ça. Mais à l'île de la Soie, quand j'avais 8 ans, récemment, que mon papa m'a appris le français, j'ai essayé de parler avec eux en français, mais j'ai eu peur. Hein. Tu avais le trac. Ouais. La petite tremblote. Voilà, c'est ça. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont mangé des tomates. Et ils buvaient pas des tomates à l'époque, ils mangeaient des tomates. Ils ont mangé des tomates. Voilà. Donc, j'ai dit que, ah oui, les tomates ont beaucoup de vitamines. Et à 8 ans, donc, tu parlais déjà français avec des Russes sur l'île de la Soie. Exactement. Avec le mot vitamine. Avec le mot vitamine. C'est le mot le plus simple, surtout. C'est ça que je retiens. Et non, là, parce que mon papa, il a dit que vitamine, c'est dans les tomates. et là, on parle de 30 ans en arrière, hein, quand même. C'est énorme. Et en fait, après, par contre, ce que tu as fait, c'est que comme ton papa t'avait donné l'amour du français, ouais. Toi, tu as décidé de continuer et t'es parti étudier à l'Institut français. Oui. Voilà. Quand je vous disais tout à l'heure, après cette époque-là, mon papa, il a été un militaire volontaire de ce régime-là. Donc, il a été vendu à Battambang et m'a fait venir tout ça. Mais après les accords de Paris, donc on est revenu à l'île de la Soie. Et moi, j'ai continué mes cours de français à l'Institut français. Parce qu'en fait, tu trouves les Français parfois un peu chiants, mais tu les aimes beaucoup aussi. Certainement. Voilà. Et après, tu as travaillé pour Total. Ouais. Tu étais manager tournant pour les... Non, au début, j'étais pompiste. Pompiste. Ah. Oui, mais après, tu es devenu manager. Voilà. Bravo. Avec Sopec, on a une petite histoire très drôle quand même, c'est que on va parler, il veut pas, hein, mais on va le faire quand même, parce qu'il croit qu'il va avoir un procès, mais on est au Cambodge, et puis on n'est pas sur TF1 ou France 2. C'est qu'en fait, à une époque, il avait eu 3 exigences par rapport à Total, parce que Total, quand même, à l'époque, c'était des enfoirés. Et il était très bien payé à l'époque, hein, 200 $ par mois, il y a 12 ans, c'était pas un mauvais salaire. 300. 300. Ah, tu m'as menti. Non, c'est pas Tout ça pour que je te paye des cours. Ah non, t'as oublié. T'as bloqué. J'ai oublié alors. Et, mais il y avait eu 3 exigences de poser. C'était que, en fait, Total à l'époque envoyait les managers de Phnom Penh dans les provinces pour former les managers dans les provinces. C'était le premier point. Et ils ne voulaient pas payer l'essence. Ah non. Si, pour les managers qui se déplaçaient en province. Hein. Premier point. Le deuxième point, c'était que à l'époque, les managers avaient des familles dans toutes les provinces. Mais il suffisait que tu aies une famille à Kratché pour qu'ils t'envoient à Kampot. Ils voulaient pas se faire chier à réfléchir au fait que, oh putain, il y a la famille à Kampot, on va l'avoir à Kampot, et il envoie la famille à Kratché, on va l'avoir. Deuxième point qu'ils demandaient. Et le troisième point, c'était 15 $ de supplément de salaire. Et ils ont refusé aussi. Et donc, on a fait la première lettre syndicale. Hein. Voilà, les 3 points ont été refusés. Et c'est pour ça que je pense, à un moment donné, tu as quitté Total parce que tu voulais juste devenir libre et reprendre ton travail de guide touristique francophone. Et entre-temps, tu as créé un super réseau parce que avant le Covid, tu as eu quand même beaucoup de monde. Mais en fait, avant de quitter Total, moi, j'ai regardé autour de moi. Parce que récemment, après les premières élections du Cambodge,
Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de touristes, Oui. surtout les Français, les francophones. T'es trop timide, mais je pense que c'est que ce que t'aimes bien, parce que t'es très cambodgien. Alors là, c'est personnel ce que je dis. Hein. Je considère que les Cambodgiens sont des grands anarchistes. Hein. Toujours troisième fois, je crois qu'il le Ouais, répète. au moins. Mais ça ne vient que de lui. Mais c'est parce que t'avais des enfants, J'en ai 3. 3. Ouais. Et à l'époque, avec Total, t'avais des horaires très fixes. Et qu'en étant tuk-tuk et guide, tu gagnais autant d'argent. Mais par contre, si un soir tu voulais ne pas travailler 2 jours, 3 jours pour être avec tes enfants, les amener à l'école, ben, tu avais le choix. Et tu pouvais emmener tes enfants à l'école ou rester avec eux, alors qu'avec Total, tu n'avais pas le choix. Ah oui, c'était un mode indépendant. Indépendant. Voilà. Donc, moi, je dis anarchiste, mais les Cambodgiens disent indépendant. Ça se retrouve Oui. quelque part. Non, personnellement. Personnellement, avec Ouais. ta femme, tes enfants de Voilà, l'époque, etc., voilà. tu étais libre. Voilà. Tu n'avais pas les horaires fixes, tu n'avais pas de patron. Tu étais ton propre patron. Et tu faisais tes tours avec les touristes. Mais en fait, finalement, ça me plaisait beaucoup parce que grâce à ce travail, ça me fait gagner plus que le salaire. Plus que le salaire. Voilà. Et ça t'a permis aussi de partir plus tard, il y a 2-3 ans, pour visiter toutes les provinces du Cambodge. Ouais. Aller au Mondulkiri, Voilà, on est libre. à Siem Reap, Voilà. d'être libre. Ça me fait connaître presque partout. Et En tu, fait, tu déménageais avec ta famille, donc, si tu faisais plusieurs provinces. Pardon? Tu as bougé avec ta famille dans les provinces. Ah non, Non. tout seul. Tout ça. Ouais. Ou tu partais de longues semaines Ah loin de non, ta non, famille. non, une semaine, 10 jours. Non, c'était avec mes clients. C'est ça la liberté, en fait. C'est loin de la famille. Ah, on sent du vécu, là. On sent une petite expérience personnelle, mais on est bien content de la retrouver aussi. Après, ouais. Non, la liberté... Entre la femme et le travail, c'est différent. C'est une autre histoire. Hein. Voilà. Mais les enfants, c'est important. Voilà. Sopeak s'est toujours merveilleusement bien occupé de ses enfants. Mm. Et il leur a offert une éducation, et c'est un des rares Cambodgiens. Alors, si je l'un des rares, je vais me faire taper dessus. Mais franchement, Mais qui est fidèle, qui aime boire, mais qui n'est pas alcoolique, qui ne joue pas aux jeux d'argent, et qui a tout, non, j'aime pas. Ça, qui a j'aime tout pas donné. du tout. Mais là, il est un petit peu timide, parce que normalement, il dit plein de bêtises, plein Oui, d'anecdotes. Il n'y a pas assez de pastis. Hein. Mais franchement, Aussi, je voulais- ou il y en a trop. franchement, je voulais apprendre le français à mes enfants. Ouais. Et t'as pas réussi? Parce qu'ils parlent pas français. Un peu, oui. Ouais. Ouais, un peu. Mais à la maison, on va. Ils connaissent au moins vitamine. Parce que ça, c'est le premier truc à transmettre. Sopeak, Non, à la maison, vous avez l'habitude de leur parler en langue française, voilà, quelques mots alors. Mais ça suffit pas. Voilà. Sopeak, tu peux donner quelques insultes ou quelques expressions, Oh là là. ou quelques expressions en français, pas en khmer, hein. Parce que nous ici on dit chaîne de vélo, mi-ciao, etc. C'est idiot, imbécile, C'est gentil. Oh, ça c'est gentil, ça. merde, Assassin, assassin, pété comme un lutin. salaud, connard. Non mais t'en connais des expressions comme pété comme un lutin. En cambodgien? Non, en français. Plus forte. Déjà, m'a pété comme un lutin, je connaissais pas. Ah bah, alors, Ah moi, non, c'est moi, trop bourré, c'est trop bourré. mais ça c'est Sopeak qui m'a appris. C'est Sopeak qui m'a appris une expression en français pour dire ivrogne. C'est pété comme un lutin. je connaissais pas. Ça veut dire qu'on est bourré avec les bras levés. Ok. Comme Playmobil, quoi. Moi, je vais péter comme un Playmobil. Mais sauf qu'il n'a pas de coude, donc Il a pas de coude, il peut pas s'appuyer sur le bar. Merci beaucoup. Je peux te donner un petit surnom, alors. Le petit lutin. Ça lui va pas mal, j'aime bien celui-là. Voilà. Un de nos meilleurs amis communs est un grand alcoolique devant l'éternel et une petite pensée à Bonne. Santé Bonne. C'était vraiment, ça m'a fait penser à Von. Bah oui, c'est pour ça. Qui lui est un vrai. Tintin. Moi, je C'était un bois pas, plaisir de partager cette petite émission, ce petit moment avec toi. Ça a été très sympa.
ឆ្នាំអ15